Dans cette troisième partie, nous allons passer en revue les principales formes structurales dérivées. Les formes structurales dérivées sont exprimées par l'érosion différentielle d'une structure géologique préexistante. L'érosion différentielle est générée par les différences de vitesse d'érosion entre les différentes lithologies qui composent la structure. À la surface de la Terre, la distribution des formes structurales dérivées reflète la déformation des terrains géologiques sous l'action du déplacement des plaques lithosphériques. Ainsi, les terrains situés en limite de plaques convergentes, qui apparaissent sur cette carte, sont mis en compression et déformés pour aboutir à la formation de chaînes de montagnes et expriment des reliefs structuraux qui témoignent de cette compression, tandis que les terrains peu déformés, situés au centre des plaques lithosphériques, exprimeront des reliefs structuraux différents. Nous allons commencer par le cas de ces structures peu déformées. Ce sont les structures tabulaires ou acclinales. Comme les strates géologiques sont horizontales, le relief s'exprime sous la forme de plateaux délimités par les vallées incisées par le réseau hydrographique. Sous l'effet de l'érosion, le recul des escarpements forme des reliefs tabulaires de plus en plus étroits, des messas, puis des buttes, puis des avant-buttes, et enfin des pinacles. On trouve en Amérique du Sud un bel exemple de plateau tabulaire, ce sont les tepuis, comme le mont Roraima, que vous pouvez apercevoir ici. Ce sont des plateaux tabulaires constitués de strates subhorizontales de grès précambrien, juchés sur un massif plus vaste, le plateau des Guyanes, et délimités par des escarpements atteignant 1 km de dénivelé. À titre d'anecdote, ce sont ces formes structurales qui ont inspiré Arthur Conan Doyle dans la création de son roman Le Monde perdu en 1912. Un autre bel exemple en France, ce sont les Grands Causses, au sud du Massif central. Ce sont des plateaux composés de strates calcaires du Jurassique, soulevés au Tertiaire et disséqués par des gorges. Poursuivons avec le cas des structures monoclinales. Dans ce cas de figure, les strates géologiques ont basculé mais ne sont pas plissées. Elles présentent donc un pendage plus ou moins important. L'érosion différentielle des strates met en relief les strates résistantes par rapport aux strates plus vulnérables à l'érosion, ce qui forme d'un côté des talus et des escarpements, et de l'autre des revers inclinés. Les talus sont différenciés en fonction du pendage de la structure. On parle de cuesta entre 0 et 15 degrés, de craie de 15 à 30 degrés, de hogback de 30 à 70 degrés, et de bar pour les strates verticalisées de 70 à 90 degrés. Voici un bloc diagramme qui vous montre la morphologie d'un système de cuesta avec des dépressions et des revers monoclinaux séparés par des fronts de cuesta. L'incision du revers de cuesta peut éventuellement aboutir à la formation de buttes témoins inclinées. Les cuestas sont des formes abondantes sur les marges du bassin parisien. Vous pouvez voir sur cette carte en perspective l'organisation et l'âge des cuestas de Lorraine. Lorsque les strates se déforment sous l'effet d'une compression horizontale, mais sans casser, elles forment des plis. On appelle synclinaux les plis concaves et anticlinaux les plis convexes. Dans le cas des reliefs de type jurassien, les synclinaux forment des dépressions appelées vaux et les anticlinaux forment des reliefs appelés monts. On parle également de relief conforme car la topographie est directement influencée par l'orientation du pli. L'érosion du cœur des anticlinaux peut former des dépressions perchées appelées combes et délimitées par des escarpements appelés craies. On retrouve ce type de relief dans les massifs encore relativement peu élevés, situés en marge des grandes chaînes de montagnes comme le Jura, qui lui a donné son nom. Vous voyez ici un petit anticlinal qui affleure au sommet d'un mont jurassien. Voici un autre exemple de relief conforme, mais en voie d'inversion, dans les préalpes de Digne, où l'érosion différentielle met très bien en valeur le synclinal. Quand le massif plissé s'élève, l'érosion se fait plus profonde, jusqu'à l'inversion de la topographie conforme. Dans ce cas, les dépressions sont occupées par des anticlinaux évidés, et les reliefs sont formés par les couches résistantes au cœur de synclinaux perchés. C'est le relief typique des massifs subalpins, qu'on appelle aussi relief d'inversion. La Chartreuse en est un très bel exemple. Voici quelques synclinaux perchés visibles dans ce massif. Le Granier, formé par une barre de calcaire urgonien d'âge crétacé, très résistant. Ici, Chamechaude et la Dent de Croll. Ou encore le Néron qui surplombe Grenoble.
Quand les plis sont érodés jusqu'à l'aplanissement, seules les strates les plus résistantes sont mises en relief par l'érosion différentielle et forment ainsi des craies bouclées parallèles à l'axe des plis. C'est le relief appalachien, du nom de la chaîne des Appalaches sur la côte est des États-Unis d'Amérique. Nous allons à présent voir quelques formes courantes générées par l'érosion différentielle des produits volcaniques. Les sills et les dikes sont des intrusions volcaniques formées par l'injection puis le refroidissement du magma dans une roche encaissante à faible profondeur. La différence entre ces deux structures, c'est que les sills sont injectés parallèlement au plan de stratification de la roche encaissante, alors que les dikes recoupent le plan de stratification de la roche encaissante. Vous pouvez voir ici un dike dégagé par l'érosion différentielle en Patagonie, et comme vous pouvez le constater, il apparaît perpendiculairement au banc de grès de la formation géologique encaissante. Les necks sont des reliefs coniques formés de lave refroidie à l'intérieur d'une cheminée volcanique et portés à l'affleurement par l'érosion de l'édifice volcanique. En Ardèche, ils portent le nom de sucs, comme le mont Gervier de Jonc par exemple, où la Loire prend sa source. À droite, un autre exemple de neck, toujours dans le Massif central, le Rocher d'Aiguille, connu pour son église du Xe siècle, perché au sommet à 82 mètres de haut. Et voici un exemple de neck au large de l'Italie, le Strombolicio, qui est une petite île provenant de l'érosion d'un ancien volcan voisin du Stromboli. Dans certains cas, la contraction de la lave dans le plan horizontal, lors de son refroidissement, génère des réseaux de fractures verticales hexagonaux. L'érosion des coulées de lave génère donc des débits columnaires prismatiques qu'on appelle de façon poétique les orgues volcaniques. En voici un exemple à Dadia au Vietnam, où l'on peut voir que l'érosion d'une ancienne coulée de lave par le littoral a débité la roche sous forme de colonnes prismatiques. Sur les coulées suffisamment épaisses, comme on peut le voir sur ces deux exemples dans les gorges de l'Allier et en Patagonie, les colonnes prismatiques verticales sont coiffées par un assemblage désordonné résultant d'un refroidissement plus rapide, qu'on appelle l'entablement. Enfin, nous allons terminer notre tour d'horizon des formes structurales par les reliefs résultant de l'érosion de structures plutoniques et métamorphiques. Les roches plutoniques sont issues du refroidissement lent de magma en profondeur. Les intrusions plutoniques discordantes sont appelées batholites. L'augmentation de la température au contact de l'intrusion déforme la structure originelle de la roche encaissante, formant ainsi une auréole métamorphique. Le mont Saint-Michel dans la Manche, par exemple, connu pour sa magnifique abbaye, résulte de la mise en relief d'un batholite granitique par l'érosion de l'alvéole métamorphique de schiste encaissante. Sous les climats tropicaux, l'altération intense des roches encaissantes autour des batholites et des dômes métamorphiques résistants permet de dégager des pitons rocheux appelés pains de sucre lorsqu'ils sont très escarpés. C'est le cas par exemple à Rio de Janeiro au Brésil, où l'érosion a mis en relief les célèbres pitons de gneiss du pain de sucre et du mont Corcovado, sur lequel est érigée la fameuse statue du Christ rédempteur. Enfin, les lacolites sont des intrusions plutoniques conformes, parallèles au plan de stratification et déformant les strates géologiques sous-jacentes. On en connaît un très bel exemple dans le massif du Paine en Patagonie, où l'on peut admirer un lacolite granitique mis en place au sein d'une formation conglomératique plus ancienne, moins résistante à l'érosion. Ici, le relief structural généré par la mise en valeur de l'intrusion plutonique est redécoupé par des vallées glaciaires. L'érosion a dégagé des pitons granitiques très escarpés appelés torres. Nous achevons à présent notre premier chapitre sur les majestueuses torres alpines. Merci pour votre attention et à bientôt pour le prochain chapitre.